La vidéo que vous allez voir, qui suit, a été enregistrée dans les conditions du direct, dans le cadre du cours d'initiation au journalisme organisé par Madame Conseil, enseignante d'espagnol à la faculté de lettres et sciences humaines du pôle universitaire régional de Martinique de l'Université des Antilles. Salut tout le monde, aujourd'hui on est avec Rachel, Laura, Kimberly, Andrea, Sandrine et moi-même Anthony pour vous parler en toute franchise du coronavirus et de la cohue de 2020. Donc 2020, une année marquée par les ravages de la Covid-19, pangolin, Chine, virus, guerre sanitaire, masque obligatoire, couvre-feu, attestation et gestes barrières, des mots qui font partie désormais de notre quotidien. Aujourd'hui, nous devons réapprendre à vivre et cela n'est pas toujours évident. Des mesures hachées, perpétuellement en changement, dues à une maladie incomprise par les médecins avec des avis et des résultats d'études différentes qui ont conduit à des poursuites judiciaires, toujours en instance. On pense tout de suite au professeur Didier Raoult, sujet sur lequel nous reviendrons évidemment plus tard dans notre séquence. Un premier confinement réconfortant, mais une maladie toujours présente. Les Français s'impatientent avec la mise en place du second confinement, mais qu'en est-il vraiment? Incompréhension, sensation de manipulation, une économie en pleine chute, les mesures prises par le gouvernement sont-elles réellement efficaces? Des interrogations qui s'amplifient avec l'arrivée des fêtes de fin d'année. Aujourd'hui, nous ferons une petite mise au point sur l'année et nous avons fait nos recherches afin de vous éclaircir un peu le sujet. Pour commencer, nous allons écouter notre première intervenante, Kimberly. Bonjour Kimberly. Peux-tu éclairer nos auditeurs sur le coronavirus ou la Covid et comment s'est-il propagé dans le monde? Et déjà, mets fin au débat, c'est le ou la Covid. La COVID-19 est un acronyme composé de CO pour corona, V pour virus, D pour disease, maladie en français. Les sigles et acronymes ont le genre du nom qui constitue le noyau du syntaxe, dont ils sont une abréviation. Quand ce syntaxe est composé de mots étrangers, le même principe s'applique. Ici, le noyau est disease, donc il est féminin. Et donc le nombre 19 pour l'année de détection. C'est une maladie infectieuse qui est apparue à Wuhan en décembre, dans la province de Hubei en Chine. Le nom Corona lui est donné dû à sa forme en couronne. À ce jour, il y a plus de 12 millions de cas de Covid. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, le premier cas a été signalé le 31 décembre 2019 par la Chine, mais connaissant l'ascension en Chine, cette date peut être remise en question. Cependant, des traces du virus ont été recensées plus tôt dans l'année, notamment dans des cours d'eau. La date exacte de l'apparition de la COVID-19 chez l'humain est donc difficile à connaître. Des personnes ont été hospitalisées avant le patient zéro avec des symptômes semblables à ceux de la maladie. Ces symptômes sont proches de ceux de la grippe, fièvre, toux sèche, fatigue, perte de l'odorat et du goût, douleurs musculaires. Les cas graves expérimentent des difficultés respiratoires, poussant parfois à l'hospitalisation. Il faut rappeler que la COVID est de la même famille que le syndrome respiratoire aigu sévère, qui a été responsable d'une épidémie en 2003, et le COVID du syndrome respiratoire du Moyen-Orient, qui causa de nombreux cas de pneumonie. L'OMS prononce l'état d'urgence de santé publique de portée internationale le 30 janvier 2020. Le 11 mars, l'épidémie est déclarée pandémie. La COVID-19 s'est rapidement propagée à travers le monde, des pays d'Asie vers le continent américain et l'Europe. Alors ça, c'est très clair pour nos auditeurs, mais à part le premier cas en Chine, on se demande vraiment quel est le chemin dans le monde jusqu'à l'Europe et jusqu'à la France. Alors, le premier cas en Afrique a été révélé le 14 février en Égypte. L'Italie, le premier pays d'Europe sévèrement touché, pousse certaines de ses communes à un confinement total dès le mois de février. Le premier cas, dont la séquence génétique du virus est celle de la COVID en France, est répertorié le 24 janvier 2020. Les États-Unis, désormais le pays le plus touché, connaissent son premier cas également en janvier. Pour freiner la propagation du virus et préserver les capacités d'accueil des hôpitaux, les gouvernements des différents pays mettent en place un certain nombre de mesures comme la fermeture des frontières, le confinement, le port du masque ou les gestes barrières. Ok, merci pour ce résumé.
Et comme tu le dis, il y a donc eu des mesures pour freiner cette maladie. Alors le plus marquant, c'est quand même ce confinement qui a mis à mal notre économie. Alors Laura, tu nous clarifies un peu ce premier confinement, les restrictions? Bien sûr, Anthony. Alors, notre premier confinement a été effectif du 17 mars au 11 mai 2020, c'est-à-dire 55 jours, soit 1 mois et 25 jours. Il impliquait la restriction des déplacements au strict nécessaire, les courses alimentaires, les soins et le travail quand le télétravail n'était pas possible, des sorties près du domicile pour l'activité sportive individuelle, bien sûr, et l'hygiène canine, ainsi que la fermeture des frontières de l'espace Schengen et le report du second tour des élections municipales. Le premier foyer de corona est apparu à la mi-décembre 2019 à Wuhan et les premiers symptômes sont enregistrés en France en janvier 2020, soit un confinement 5 mois après les premières contaminations en France. Nous remarquons quand même qu'avant avant que ce confinement ne soit imposé, l'augmentation des cas en France avait déjà entraîné la fermeture effective de tous les lieux publics non indispensables à la vie du pays, dont tous les établissements scolaires. 10 jours après l'annonce du premier confinement, le 27 mars, le Premier ministre Édouard Philippe annonce une prolongation du confinement, au moins jusqu'au 15 avril. Le 13 avril, le président Emmanuel Macron annonce que le confinement est prolongé jusqu'au 11 mai. Pendant ce confinement, une dérogation remplie est obligatoire pour sortir. Ne sont pas valables des dérogations orales ou numériques jusqu'au 6 avril, où l'on crée un générateur de dérogations. D'accord, très bien. Alors, c'est très bien pour la planète, ce générateur de dérogation. Mais si je n'ai pas cette dérogation, qu'est-ce que je risquais à ce moment-là? Eh bien, dans ces cas, le gouvernement a mis en place des amendes, initialement de 38 euros, montant qui passe à 135 euros, puis à 1 500 euros en cas de récidive dans les 15 jours. Ce montant est ensuite revu à la baisse avec une amende de 200 euros en cas de récidive et une majoration à 450 euros. En cas de verbalisation à plus de 3 reprises dans un délai de 30 jours, l'amende est de 3 750 euros et passible de 6 mois d'emprisonnement. La dernière chose à noter pendant le premier confinement, ce sont bien sûr les mesures particulières dans les îles, où en Guadeloupe, par exemple, il y a eu un couvre-feu et un confinement total pour le week-end de Pâques. Donc, quel constat on peut se faire sur ce confinement? Est-ce que c'est un constat positif? Alors, bien sûr, la volonté était de réduire les taux de reproduction du virus, le fameux R0, soit le nombre moyen de nouveaux cas causés par chacune des personnes infectées. Au moment de l'annonce du confinement, ce chiffre s'élevait à 3,3. Il avait chuté à 0,5 au moment du déconfinement, selon les chiffres de l'Institut Pasteur, ce qui veut donc dire qu'il y a une réduction de 84% grâce au confinement. Avec tout ça, il y a donc eu un impact dans le quotidien des Français et même dans le bon fonctionnement de la société. Évidemment, on ne va pas vous laisser sans réponse. Alors Andrea, tu as fait tes recherches. Quel fut donc l'impact de ce confinement suite à ce coronavirus? Alors, en effet, ce confinement a eu de nombreux impacts négatifs mais aussi positifs. Premièrement, sur la santé mentale, il y a eu l'évolution du tabac due à l'ennui, au stress et au plaisir. Une augmentation de 27% chez ceux qui étaient déjà fumeurs avant le confinement. Il y a aussi la prise de poids due au grignotage et au fait que l'on cuisine à la maison et qui ne sont pas toujours des repas sains que l'on cuisine. Une augmentation de l'activité physique de 57,6%. Le temps passé devant les écrans a également augmenté de 59%, surtout chez les jeunes de 18-24 ans, les moins diplômés, les personnes n'ayant pas travaillé pendant le confinement et les personnes vivant en milieu urbain, avec une moyenne de temps passé devant l'écran de 7 heures et plus. Certains ont eu peur de la maladie pour soi, mais aussi pour leur entourage. Un sentiment d'isolement est venu s'installer chez certains à cause de la perte de la routine habituelle et de la réduction des contacts sociaux et physiques. En ce qui concerne l'environnement, il y a eu une baisse de 9% des émissions de CO2 entre le 1er janvier et le 30 avril 2020. Il y a aussi une nette amélioration de la qualité de l'air, aussi bien en zone urbaine que rurale. En Île-de-France, par exemple, la circulation a baissé de 90%. Il y a également une amélioration de la qualité de l'air, de 20 à 30%. Et ainsi, une augmentation de 70% du trafic Internet en France, plus de 50% dès les premiers jours du confinement. Alors donc, pour résumer, l'environnement peut remercier la maladie parce qu'on a vu que l'eau de Venise était devenue plus claire, mais à part ce quotidien chamboulé des Français,
et un point de vue économique. Et de ce point de vue, où en sommes-nous? En effet, du côté économique, le nombre d'inscrits au Pôle emploi a augmenté. Plus 815 000 chômeurs se sont inscrits. Il y a aussi l'augmentation des impôts, des taxes pour relancer l'économie. Une baisse de 13,8% du PIB, le produit intérieur brut, et ainsi l'activité a plongé de 31% en avril. D'accord, donc ça ne va pas économiquement. Alors on va tout de suite revenir avec Laura pour faire la comparaison entre l'ancien confinement et ce nouveau confinement qui est sujet à énormément de polémiques et de critiques. Alors, bien sûr, nous avons moins d'informations au sujet de ce deuxième confinement puisque nous sommes en train de le vivre aujourd'hui, ce confinement qui a commencé le 28 octobre 2020. Alors, pendant ce confinement, les établissements scolaires sont ouverts en dehors des universités. Beaucoup de secteurs sont autorisés à poursuivre leur activité, par exemple les BTP, les usines, le secteur agricole ou certains services publics. Les visites sont permises dans les EHPAD sous réserve de respecter les règles sanitaires, bien sûr, ce qui était interdit au début du premier confinement. Il y a aussi la possibilité de déménager, mais avec un maximum de 6 personnes. À noter, avant le deuxième confinement, un couvre-feu en Martinique et aussi le fait que la Martinique est la seule des îles des Outre-mer à être confinée. D'accord, donc des mesures vraiment disparates. Alors Andrea, à l'heure d'aujourd'hui, remarque-t-on déjà une amélioration de ce second confinement? Alors, même s'il est tôt pour juger l'effet de ce second confinement, quelques impacts se sont déjà ressentis, tels qu'une baisse des courbes de contamination, le ralentissement de la transmission du virus. D'après notre président Emmanuel Macron, entre 8 000 et 1 million de nouveaux chômeurs pointeront leur nez à Pôle emploi à l'horizon de 2021. Selon l'enquête de conjoncture menée par la Banque de France, il a été dit que l'activité devrait reculer de 12% au mois de novembre. Mais du coup, pour les étudiants, on sait qu'il y a une situation précaire. Y a-t-il un réel impact sur leurs études? Leur réussite est-elle compromise? En effet, il y a un impact sur les étudiants, car le contact est difficile avec les profs. Certaines fois, l'accès aux cours en ligne sont difficiles à cause de la connexion, par exemple. Certains ont l'impression que les profs leur donnent plus d'exercices à faire qu'en présentiel. D'autres ont la culpabilité de ne pas assez travailler chez soi, dû au fait de savoir que l'on a le temps et que l'on pourra travailler quand on le veut. Après une étude autour de mon entourage, 2 étudiants sur 10 favorisent les cours en distanciel. Cependant, pour les étudiants en situation d'urgence, un numéro vert reste à leur disposition. Donc, mis à part un confinement, 2 confinements maintenant, dans notre réel quotidien, nous devons faire très attention. Le ministère de la Santé nous a informé des gestes barrières, mais quels sont-ils? Bonjour Sandrine, parlez-nous de ces gestes barrières. Alors, bonjour. Alors, on les connaît tous, hein, cette annonce qui nous suit partout où on va. Donc, qui est se laver les mains régulièrement ou utiliser une solution hydroalcoolique, tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir, se moucher dans un mouchoir à usage unique puis le jeter, éviter de se toucher le visage, respecter une distance d'au moins 1 mètre avec les autres, saluer sans serrer la main et arrêter les embrassades. Alors, ce sont les gestes barrières qui sont recommandés pour le gouvernement, mais que signifie geste barrière réellement pour nous? Alors, j'ai posé la question à certaines personnes de mon entourage. Qu'est-ce que signifiait geste barrière pour eux? Les réponses les plus fréquentes ont été que c'était des gestes de prévention et de protection pour éviter la contamination, donc éviter la propagation du virus, hein, que c'est une prévention et une sécurité. Ces gestes vont permettre le fonctionnement de la société. Ce sont des choses qu'on devait faire en temps normal ou encore ils permettent de mettre l'accent sur des choses intuitives. Donc ces gestes barrières-ci, la plupart, on les connaissait déjà, non, avec les publicités pour les périodes de grippe, l'hiver, avec le petit mouchoir et les lettres, on connaît très bien cette pub. Les préventions aussi, mais qu'est-ce qui change cette année avec la Covid? Alors, en complément de ces gestes, porter un masque quand la distance d'un mètre ne peut pas être respectée. Le masque est obligatoire dans les lieux publics, dans les rues piétonnes de certaines villes, dans les endroits fermés, à l'école à partir de 6 ans. Mais parler des gestes barrières, c'est aussi parler des comportements des personnes face à ces gestes. Il y en a qui ne se protègent pas du tout en ne mettant pas de masque,
d'autres qui respectent ces gestes, donc qui mettent le masque comme il est recommandé, hein, du nez au menton. Il y en a qui mettent le masque sous leur nez parce qu'ils disent qu'ils étouffent sous ce dernier, ou encore ils mettent sous leur menton. Alors cependant, le masque ne pourra pas remplir sa fonction puisque nous permettons au virus d'entrer en s'amusant à l'enlever et à le remettre. Donc nous ne nous protégeons pas et nous ne protégeons pas les autres aussi parce que nous favorisons la diffusion du virus. C'est vrai que tous ces gens qui mettent pas bien le masque sont assez détestables. Alors, un masque, sujet aussi à controverse, parce qu'on dit qu'il est utile, d'autres ne le disent pas. Et il y a eu une pénurie lors du premier confinement. Donc, merci pour ces informations, les filles. Pour finir notre rubrique, nous allons maintenant écouter Rachel qui va nous parler des polémiques autour du Covid, de la Covid, et des infos et des intox. Alors, qu'est-ce qui se dit sur les réseaux sociaux, Rachel? Alors, bonjour tout le monde. Alors, il y a eu beaucoup de sujets controversés par rapport au coronavirus, de l'âge à laquelle on a le plus de risques d'être contaminé, les gestes barrières, efficaces ou non, passant par le port du masque. En effet, on ne sait plus où donner de la tête, ni qui croire. Bon, tous ces débats. Voyons quelques sujets qui ont pas mal été controversés durant cette période. Alors, premièrement, a-t-on plus de risques d'attraper la maladie si on est vieux? Alors oui, c'est ce qui se disait au début, qu'on ne connaissait pas encore la maladie, et ce que démontraient les études lors des premières contaminations. Alors, une étude chinoise qui paraissait le mercredi 11 mars 2020 dans la revue médicale de Lancet nous permettait d'y voir un peu plus clair en identifiant pour la première fois, de manière précise, les facteurs rendant la maladie plus dangereuse, voire létale. Le docteur Fei Zhu et ses collègues de l'Académie des sciences de Chine ont étudié le développement et l'issue de la maladie chez 191 patients de 2 hôpitaux du pays. Les 3/4 de ces malades avaient une forme sévère ou critique de la maladie. 137 en ont été guéris et 54 en sont morts. Ces patients dont les âges s'échelonnaient entre 45 et 76 ans confirment un facteur que l'on connaissait déjà. L'âge joue donc un rôle important dans le risque de mortalité lié au COVID-19. Alors, selon le site de statistiques Worldometer, qui a compilé des études sur des dizaines de milliers de cas, le taux de mortalité chez les patients hospitalisés serait en effet de 0,2% chez les moins de 40 ans et de 0% chez les moins de 10 ans. Il monterait à 0,4% chez les 40-49 ans, à 1,3% chez les 50-59 ans, à 3,6% chez les 60-69 ans, 8% chez les 70-79 ans et 14,8% chez les plus de 80 ans. Mais il faut préciser que les calculs de taux de mortalité sont complets. Ensuite, les études ont démontré que c'est en fonction de son état de santé qu'on a plus ou moins de chances de contracter le virus, notamment une forme grave. Donc, si on est diabétique, si on a des problèmes immunitaires, etc. Cependant, contrairement à ce qui se disait au tout début, lors des pics de contamination, ils ont pu observer que toutes les générations pouvaient contracter une forme grave de la maladie, jeunes et plus âgés confondus. Alors, cela leur a amené à penser que le virus pourrait muter ou s'adapter afin de vivre plus longtemps dans un organisme plus solide. Alors, en parlant d'adaptation dans un organisme, on va parler de la contamination chez les animaux. Alors, au tout début, on nous disait que c'était impossible pour un animal d'être contaminé au coronavirus. Mais hier, lors du journal télévisé, on nous a communiqué qu'un élevage de visons, alors les visons, ce sont des petits furets mignons, alors un élevage de visons aurait été contaminé en France et qu'ils doivent être abattus, malheureusement. Donc, on a plusieurs raisons de croire que ce virus est vraiment, vraiment dangereux. Alors, on va passer au dossier Raoul. Alors, je pense que pas mal d'entre vous connaissent le docteur Didier Raoul, qui est un spécialiste français des maladies infectieuses et un professeur de microbiologie en faculté. Il est connu pour son franc-parler et ses prises de position parfois iconoclastes. Alors, iconoclaste, tu peux nous expliquer ce que ça signifie? Alors, quelqu'un d'iconoclastique, alors c'est quelqu'un qui est hostile aux traditions et qui n'hésite pas à s'attaquer aux idées reçues, tout simplement. Très bien. Donc,
Dr Didier Raoult acquiert une certaine popularité et une notoriété médiatique internationale en 2020, quand avec son équipe, il propose un traitement présentant, selon lui, une efficacité satisfaisante en contexte de crise sanitaire généralisée contre la maladie du coronavirus à base d'hydroxychloroquine. Alors, cela provoque un débat qui déborde rapidement dans le monde scientifique et médical. D'autres scientifiques avancent notamment que les données disponibles ne démontrent pas l'utilité de ce traitement, voire pour certains, qu'elles en suggèrent des dangers. Alors, dans un contexte très polémique, il est soutenu par une partie du grand public. Alors, on serait tenté de croire que les grands organismes de santé, notamment les fabricants de vaccins, auraient voulu le faire taire, car il aurait mis en péril l'industrie. Et s'il s'avérait que la solution soit à portée de main, ben, ça aurait tout foutu en l'air, entre guillemets. Alors, dernièrement, on a donc appris par le biais du journal Le Parisien que le docteur Raoult serait poursuivi par l'ordre des médecins pour information erronée du public, exposition à un risque injustifié et même de charlatanisme. Charlatanisme, je ne sais pas comment on dit. Donc voilà. Donc personnellement, je ne vois pas pourquoi tout le monde s'acharne sur quelqu'un qui voulait simplement trouver une solution. Après, on n'est pas médecin ni scientifique, donc je pense que c'est à eux de gérer leurs affaires. Alors passons au port du masque. Alors au début, on nous disait que le port du masque n'était pas obligatoire. Ensuite, il est devenu obligatoire pour tout le monde, sauf pour les enfants considérés comme immunisés contre le virus. Alors maintenant, selon certains citoyens et médecins, le masque serait considéré comme dangereux pour la santé et serait en aucun cas le moyen le plus... Ah, excusez-moi. Alors maintenant, selon certains citoyens et médecins, le masque serait considéré comme dangereux pour la santé et il ne serait en aucun cas obligatoire, car le moyen le plus facile de contacter le virus serait par le toucher. Alors maintenant, on va s'aventurer dans le farfelu ou bien l'utopie. Alors selon certaines personnes, le coronavirus serait un gros mensonge, une sorte de conspiration pour instaurer la peur. Alors c'est carrément digne d'un film de science-fiction. Et que les vaccins seraient à base de nanoparticules pouvant être contrôlées par la 5G. Plein de mythes autour de ce virus qui serait un, entre guillemets, complot de l'État. Donc, reste à voir comment les choses vont se dérouler d'ici l'année prochaine. Et est-ce que la pandémie va s'arrêter? Est-ce que les personnes vaccinées vont se changer en cyborg? On n'en sait rien du tout. Mais on ne va pas s'alarmer tout de suite, car apparemment, la vaccination globale, en France notamment, est prévue pour la fin 2021. Voilà. Merci Rachel. C'est vrai qu'un complot serait un petit peu gros vu que le Covid, le confinement nous met un petit peu économiquement mal, donc ce serait un petit peu dommage de faire ceci. Alors on va remercier tous les membres du groupe, Andrea, Kimberly, Laura, Rachel et Sandrine. Alors un petit résumé, une maladie infectieuse, 60 millions de cas dans le monde, 2 millions en France, 2 confinements différents, des impacts économiques lourds, des infos qui pleuvent, mais lesquelles sont véridiques, on ne sait pas. Ce soir, Macron va parler de déconfinement, une annonce concrète, les commerces de Noël. On va tout savoir ce soir. Comment ça va se passer, est-ce qu'on est déconfiné, est-ce qu'on ne l'est pas. Voilà, donc c'était le groupe Alpha. On vous souhaite un bon déconfinement, si cela se fait, et une bonne soirée.